Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications hyper pratiques. Par exemple, on prend un ticket de caisse en photo ou son billet de train via l'application et bim, c'est dans notre compta. C'est clairement un outil créé pour nous faciliter la vie d'entrepreneur. Ils ont des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles et ils organisent plein d'événements dans l'année. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part, avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts. Et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça c'est hyper cool. Pour cet épisode, je reçois Maxime Doro, fondateur et CEO de Feed Manager. C'est un échange hyper intéressant sur son parcours, après ses études et depuis la création de Feed Manager il y a 10 ans. Il nous raconte avec beaucoup de simplicité et de passion son histoire. Alors on enregistre dans les locaux d'Emera, espace de coworking canon et dynamique, situé rue Fondodège à Bordeaux. Gros big up à Adrien et Alexandre pour leur aide sur le lancement du podcast. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi à le faire. Alors bonne écoute à tous. Bonjour Maxime. Bonjour. Et bienvenue sur Le Pompon. Merci d'avoir répondu présent. C'est canon. Voilà, on va voir ton parcours un peu, tes réussites, tes échecs, ce qui t'anime au quotidien. Mais pour commencer, je vais te laisser te présenter, si ça te va. Alors, je m'appelle Maxime Doro, je suis le fondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle Feed Manager. Feed Manager accompagne des e-commerçants un peu partout dans le monde dans leur prise de parole sur Internet. À travers leur catalogue de produits, on récupère leurs données produits et à partir de cela, on va pouvoir faire des formats publicitaires sur Google, sur Facebook, mais aussi les accompagner dans la diffusion de leurs produits sur les marketplaces. Ok, super. Et donc tu as créé ça il y a 10 ans, c'est ça ? Voilà, on est dans notre 10e année, à l'origine à La Rochelle, et puis ensuite je suis rapidement revenu sur Bordeaux pour embaucher du monde, okay. Et voilà. Super. Parce que t'es passé par Catch, c'est ça ? Voilà, en fait, je suis à Bordeaux depuis 1999. Ok. Depuis le siècle dernier. J'avais suivi mes parents, j'ai fait une formation assez classique après le lycée, je suis allé à Kedge en format bachelor. Mm-hmm. C'était la seule formation à l'époque qui proposait une filière e-business, e-marketing. Ok, ouais. Et donc du coup, je suis sorti en 2006 et après cela, je pouvais soit continuer 2 ans de plus, soit aller bosser. Et puis j'ai eu une opportunité de travailler chez Cofinoga au départ. Ouais. Sur un remplacement de congé maternité, un petit coup de bol sur un bon poste. Donc j'étais vraiment super content. En chargé de marketing. Chargé de marketing, ouais, j'ai appris plein de choses. J'ai vraiment découvert la partie opérationnelle du market parce que bon, pour le coup, à l'école c'était assez abstrait et puis à l'époque il y avait très peu de cours sur AdWords ou ce genre de plateforme. Donc là j'ai vraiment appris plein de choses et puis au bout d'1 an, j'ai regardé les boîtes qui me faisaient rêver sur Bordeaux. Il y en avait une, elle s'appelait Cdiscount. Ouais. J'ai dû envoyer 4 ou 5 CV par 4 ou 5 biais différents. Et puis j'ai réussi à avoir un entretien et j'ai commencé à travailler chez eux en 2007, je crois, comme chargé de référencement à l'époque sur les comparateurs de prix. Voilà. Ok. Mais ça à l'époque ça devait être pas grand chose quoi. Enfin je me rends pas compte mais par rapport à aujourd'hui ça paraît. Par rapport à aujourd'hui, il y avait moins de choses mais le marché est organisé différemment. Aujourd'hui, Google a une position assez hégémonique sur la partie produit, mais à l'époque, il y avait beaucoup de comparateurs de prix qui faisaient beaucoup de trafic, et du coup, il y avait tout un intérêt à aller être présent sur ces plateformes et à optimiser la diffusion pour être le plus rentable possible. Et à l'époque, on avait un petit catalogue chez Cdiscount, on devait avoir peut-être 150 000, 200 000 produits, ce qui était l'un des plus gros catalogues de la place, mais
par rapport à maintenant où ils ont des millions de produits. Okay. C'était un petit catalogue, mais il y avait déjà des défis technologiques assez intéressants. Ok. Et donc là, tu restes un peu chez Cdiscount et après tu changes, c'est ça, ou tu retournes En fait, après, j'ai suivi ma femme qui continue. On a fait nos études ensemble. Et puis elle, pour le coup, continue sur Subdeco. Ouais. Et elle a eu son premier poste. Elle a été embauchée à la Société Générale. Elle a eu son premier poste à La Rochelle et on a fait le choix. Après, ça faisait 2 ans et demi que j'étais chez Cdiscount. Okay. J'ai choisi de la suivre. Ouais. Et puis de changer de vie pour voir un peu ce qui se passait. J'ai toujours en tête cette idée de vouloir entreprendre. Et donc du coup, je suis parti dans une petite agence au départ, sur lequel ils étaient en train de construire une offre web marketing. Assez rapidement, je me suis dit, c'est bizarre, je suis en train de créer une structure à une boîte, mais j'aimerais bien que ça soit la mienne. Donc voilà. Et donc je me disais que j'étais, ça m'embêtait un peu sur cette idée-là. Et puis en plus, je me disais aussi, par contre, j'étais pas mature pour tout de suite créer ma boîte. J'avais besoin de voir d'autres choses. Et pour le coup, à ce moment-là, j'ai été chassé par un annonceur local qui s'appelle le Laboratoire L'Écuyer, qui est pas extrêmement connu, mais qui fait du complément alimentaire. C'est une très belle PME sur La Rochelle. Ouais. Donc VP6 à l'ancienne. Donc on envoie des catalogues produits papier où les gens faisaient des commandes directement par retour de bon de commande. Ah ouais, donc il y avait rien sur le web encore. Très peu de choses. Très peu de choses. On pouvait quand même passer des commandes, mais il y avait très peu d'animation marketing pour aller chercher du nouveau client. Okay. Et donc le défi, c'était de bouger de site, donc déjà de changer de plateforme technologique, d'essayer d'avoir quelque chose de plus construit et de commencer à orienter les gens vers des commandes sur Internet plutôt que passer par téléphone ou par papier. Okay. Et donc du coup, j'ai découvert un tout nouveau secteur vraiment très intéressant. Ouais. Et puis au bout d'un an et demi, déjà je me suis marié et puis en retour de voyage de noces, on a convenu avec ma femme qu'il fallait, que j'avais vraiment envie de me lancer, c'était le bon moment. Okay. Et donc c'était en 2010 et donc en 2010 j'ai créé alors pas Film Manager, ça s'appelait pas Film Manager à l'époque. Ouais, c'est conseil web marketing. Exactement, j'avais vraiment fait un gros brainstorming pour trouver le nom de la boîte. Mais c'était l'idée de base, c'était de se dire que ce que j'avais fait pour le Laboratoire L'Écuyer m'avait plu, c'était de se prendre une belle PME qui fait un peu plus d'une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, de se dire qu'elle était pas ou peu présente sur Internet ou pas de manière optimisée. Ouais. Et je m'étais dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire pour ce type d'annonceurs qui se disent, tiens, j'ai pas encore fait ma vraie grosse révolution numérique. Et donc, du coup, j'ai créé cette première structure qui s'appelle Conseil au Marketing en 2010. Et donc, dans l'idée de pouvoir accompagner au départ des annonceurs plus modeste que ce que je pensais. Et en fait, le premier client que j'ai réussi à avoir, c'est SFR. Okay. Donc sur la partie business team, donc Altis, c'était pas Altis à l'époque, mais on avait, ils avaient l'idée de se dire, on a besoin de trouver des nouvelles façons de vendre nos forfaits professionnels. Et j'avais réfléchi à un projet de se dire, tiens, est-ce que ça vaut pas le coup de créer des corners SFR chez des e-commerçants qui font du B2B. Et donc du coup, je leur ai pondu un premier projet avec un premier POC de test. Et ouais, donc tu disais que t'avais dans un coin de ta tête envie d'entreprendre. Oui. Avant, créer un peu d'expérience dans des boîtes. Le déclic, alors c'est pas juste le voyage de noces, ou peut-être, c'est le fait d'en parler, c'est. Alors le fait d'avoir l'envie d'entreprendre depuis toujours. Ouais. En fait, j'ai toujours été admiratif. Alors, des gens contre. Mon père est autodidacte, c'était mécano à l'origine, et il a travaillé dans une structure qui s'appelle le PGA Motors. C'est très peu connu, et pourtant c'est un des plus gros vendeurs de Peugeot, je crois, en Europe. Okay. Donc c'est intégré par un gars qui s'appelle Pierre Guénan. Et c'est un gars qui, à 30 ans, s'est retrouvé à hériter d'une concession parce que là, son père était décédé. Et donc sa petite concession qu'il a fait fructifier, et du coup il en a pu en racheter une deuxième, puis une troisième, et puis il a commencé à vraiment grossir. Un jour il a racheté la boîte dans laquelle bossait mon père, et il était très dans la promotion interne, donc mon père s'est retrouvé à gravir les échelons, et j'étais toujours très admiratif de gens comme ça qui apprenaient quelque part, étaient un peu dans un format d'entrepreneuriat. Donc ça a été le premier bonhomme où je me suis dit, tiens, c'est quand même... Ça t'a mis la puce à l'oreille. Ouais, je me suis dit, c'est quand même cool puis de se dire, de pouvoir partir d'un projet comme ça et de se lancer. Ouais. La deuxième personne, c'est... quand je voyais mes deux parents travailler dans le commerce, faire beaucoup d'heures, trimer vachement se dépenser pour leur travail, je me dis non, c'est pas pour moi. Je veux pas faire ça, je veux un truc plus calme, tranquille et tout, pas finir à 20h tous les soirs. Ouais. Et donc du coup, j'ai suivi un peu la voie de mon frère qui lui faisait du dev, donc il travaille dans l'informatique. Je me dis je vais faire ça. Donc j'ai fait au début des études là-dedans, et puis j'ai fait un stage un été au boulot de ma mère. Donc j'ai rencontré un deuxième boss qui
qui m'a pas mal inspiré aussi, où lui m'a dit au bout de 2 semaines où j'étais en stage, il me dit mais pourquoi tu veux faire du développement informatique? Je dis parce que j'aime bien, je trouve le côté un peu sympa et tout. Il me fait mais t'as la bosse du commerce, t'as ça quoi, je faisais de la vente comme ça au début ça m'amusait, en fait je trouvais ça excitant, je trouvais ça rigolo, pouvoir arriver à développer mon truc puis vendre. Et il m'a dit non mais t'es pas fait pour faire du dev. Donc j'ai fait ma première en format scientifique et très rapidement je me suis dit non mais il a raison quoi. Donc je me suis réorienté à la fin de la première puis je suis parti je crois que ça s'appelle STG maintenant, la science technique de gestion, parce qu'il doit plus exister avec les nouvelles formes, on s'en fout. Mais enfin dans quelque chose de plus marketing. Et voilà, je me suis dit non, ce que je veux faire c'est travailler dans le commerce, travailler dans la techno quand même, parce que donc mon frère quand j'étais gamin, on a beaucoup d'écart, mais montrer comment il faisait les développements, comment ça se passait. Donc j'ai commencé à chercher par moi-même comment développer un site internet, comment on faisait un peu de C++ à l'époque, du Visual Basic, ce genre de choses. Donc j'étais quand même intéressé par savoir comment ça fonctionnait, comment fonctionnait une machine. Et ce qu'on pouvait y faire, la publicité qui se passait, etc. Donc j'étais quand même assez curieux de l'univers. En mode gros geek ou pas plus que ça? Si, ouais. Non, plutôt. Ouais, pas geek qui s'enferme tout seul dans son coin, ou qui passe son temps. Mais je passais pas mal de temps. J'ai toujours bien aimé comprendre comment fonctionnent les choses. Donc, donc du coup, voilà, j'ai appris par moi-même sur des bouquins ou sur de la formation en ligne pour comprendre comment fonctionnait le digital et du coup voilà. Et après au fur et à mesure des rencontres, pour le coup Kedge a été vraiment assez inspirant. À l'époque il y avait le fonctionnement de l'école était pas exactement le même, il y avait énormément d'intervenants extérieurs. Donc j'ai croisé des entrepreneurs, j'ai croisé des gens qui travaillent dans des grosses boîtes ou quoi, mais avec toujours des expériences assez enrichissantes d'explications de comment ils avaient eu une idée, comment ils avaient concrétisé leur idée, comment ils l'avaient financée, pour pouvoir arriver à bien comprendre ça. Et là, ça continue de me construire. L'autre expérience que j'ai eue, qui est dans une boîte un peu plus particulière, mais c'est mon dernier stage de fin d'études avant que j'aille travailler chez Coffee c'était chez Cortix. Cortix, c'est une société qui a pas eu forcément une super bonne image sur le marché du digital, puisqu'ils vendaient du site internet de manière un peu agressive. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était quand même ce gars qui tout seul dans son coin avait créé sa boîte au départ où ils étaient 3, et puis au fur et à mesure ils sont finis à 200. Super belle structure, on va dire humaine et en termes de développement. Voilà, avec des méthodes commerciales qui étaient parfois à revoir, mais le truc marchait, fonctionnait, et le gars c'était bougé pour pouvoir créer sa boîte. Et je trouvais que c'était une autre personne. Je veux dire que ça fait un peu autiste dans Astérix et Cléopâtre, mais c'est l'idée c'est d'avoir des rencontres. L'entrepreneuriat, c'est d'avoir des rencontres. C'est exactement ça. Et ouais, mais t'as été curieux hyper tôt. Alors pour le coup, parce que si déjà dès le lycée après Kedge, cet aspect curiosité, aller à la rencontre des gens pour savoir ce qu'ils font, comment ils entreprennent et tout, tout le monde ne le fait pas quoi. Donc t'as quand même une fibre au départ qui donne envie de comprendre, comme tu le disais, et puis d'aller à la rencontre quoi. Exactement. Ce qui est essentiel. Et c'est important, je pense, d'arriver de chercher à comprendre. Enfin, moi c'est quelque chose. J'ai un petit garçon et une petite fille, et une petite fille encore un peu petite, mais j'essaye de leur inculquer cette curiosité de comprendre les choses, de savoir comment ça marche en fait. Mais mon père est comme ça, moi je suis comme ça, mon frère est pareil, et toujours de n'importe quoi, de chercher et en fait on est obligé de se questionner, de comprendre comment ça marche, de poser des questions, et on apprend plein de choses comme ça par l'expérience. Carrément. Donc, et tu t'es renseigné comment au début? Tu lis, ou c'est sur internet, tu lis des bouquins? Je suis pas un grand lecteur. Ça fait bien de dire j'ai lu j'ai tout lu Freud. Non, j'ai lu peu de livres autour de ça. Je lis beaucoup sur internet, ouvrir un bouquin et me dire je vais me plonger dans 500 pages pour essayer de comprendre les choses, j'ai plus de mal. Lire des articles, des tribunes, rencontrer des gens et discuter avec eux, je trouve que c'est plus enrichissant, et ça va plus dans le détail. Donc le déclic chez Conseil Web Marketing, avant d'être Field Manager, t'as monté ça tout seul? J'ai monté ça tout seul. Quand est arrivé donc ton premier client SFR? Après, comment tu repars à la recherche du deuxième pour le coup, parce que c'est assez brutal. Par le réseau, c'est-à-dire que pour le coup, que ce soit Coffee Noga ou Cdiscount, ou même l'écuyer quand j'y ai bossé, on se crée un réseau, et le plus important aussi c'est d'entretenir ce réseau, de continuer à discuter avec les gens, même quand on travaille plus chez eux. Moi je sais que quand j'ai quitté Coffee Noga et que je suis allé chez Cdiscount, je
pas dire, mais peut-être tous les trimestres ou tous les semestres, je retournais voir mes collègues, Ouais, ok. manger avec eux, discuter avec eux. Alors d'une parce que ça me faisait plaisir, que je les aimais bien, Ouais. et de deux parce que voilà, on dit tiens, j'ai rencontré telle personne, j'ai vu telle et telle chose. Enfin, on apprend aussi en rediscutant avec ces gens-là. Et quand j'étais chez Discount, voilà, pour le coup, l'avantage de pas être un challenger, mais d'être vraiment un leader, c'est que tout le monde a envie de travailler avec vous. Ouais. Donc du coup, là, pour le coup, des rendez-vous avec des prestats et des nouvelles solutions, j'ai rencontré plein de monde. Des gens plutôt aussi bien placés dans des belles boîtes, que ce soit chez Yahoo à l'époque, chez Google, chez les comparateurs de prix. Et tous ces gens-là, voilà, la génération, on va dire 2007-2010, ces gens-là ont bougé, ils ont tous bougé, ils se sont retrouvés. Alors mon attaché de compte de chez Google à l'époque, il a créé lui aussi une agence. On se voit de temps en temps, je suis toujours content de le voir. Et j'ai gardé du lien vraiment avec tous ces gens-là, et ça m'a été bénéfique. Ouais. Alors mon deuxième client, ça a été par le biais de ma famille. Mon père m'a porté la boîte dans laquelle il bossait. Mes autres clients, ça a été une agence qui m'avait développé mon site web chez l'Écuyer, et qui m'a dit tiens, tu montes une boîte dans le web market. À la fois dans le conseil, dans l'opérationnel, et lui m'a commencé à m'envoyer aussi des clients parce qu'il avait pas cette brique là à l'époque qu'il a aujourd'hui, mais il avait pas cette brique là, et donc du coup il m'a apporté des clients aussi comme ça. Donc du coup c'est mon réseau au départ qui m'a permis d'aller chasser, et voilà. J'ai jamais pris mon téléphone et bouffé mon téléphone à appeler toute la journée, à trouver des clients comme ça, et en plus ça marche pas tant que ça avec du recul. Donc Parce que non, tu l'as quand même un peu fait. Ouais, je l'ai quand même un peu fait. Ah oui, à un moment donné, faut manger. Hein. C'est ça. Non, j'ai vraiment essayé vraiment par ce biais-là. Ouais. Localement, quand j'étais sur La Rochelle aussi, faire des conférences à la chambre de commerce, dans des clubs d'entreprise, pour essayer d'expliquer ce que l'on fait. Et puis à la fin des conférences, on a toujours des gens qui viennent nous poser des questions, et puis parfois ça débouche, des fois ça débouche pas, mais ça permet aussi de se faire reconnaître, et donc du coup d'émerger dans l'écosystème. Donc voilà, ça m'a, voilà, c'est comme ça qu'au départ je me suis développé. Et le fait de commencer tout seul, de créer ta structure, ça t'a pas fait peur au début? Parce que bon, même si tu commençais à avoir un peu d'expérience, tu t'es dit je suis suffisamment bon là-dedans pour créer ma structure, je suis Non, je me suis pas dit que j'étais suffisamment bon. Puis go for it, quoi. Ou alors en fait j'arrive pas à voir le risque. Enfin, il y a plein de gens, j'ai d'autres copains qui ont créé des boîtes, et ils ont parfois un sentiment de panique et tout. J'ai la chance, je touche du bois. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. J'ai plutôt un sentiment d'excitation en disant tiens, on va lancer un projet, on va faire ça. Enfin, ça m'a jamais vraiment fait peur. Bref, je suis pas un solitaire pourtant, donc au début, j'ai réfléchi, j'ai dit tiens, mais des gens avec ma compétence, ma façon de voir les choses, la façon de réfléchir, j'étais pas sûr de moi, et j'avais peur de me planter en m'associant avec des gens où j'étais pas sûr de moi au départ. Pas forcément parce que j'avais pas confiance en eux, mais j'avais pas non plus forcément confiance en moi dans ma capacité à accepter les décisions des autres, de pas être forcément d'accord et de pas avancer dans le sens. J'avais vraiment quelque chose en tête, la manière dont je voulais le construire. Donc puis je me suis toujours, enfin ce que je dis toujours, en fait j'avais un associé, hein, c'était ma femme, puisque j'ai pas de contrat de mariage, donc tout ce que je faisais, elle lui appartenait à 50%, donc au fond aussi j'ai un associé depuis toujours, hein, c'est ma femme. Voilà. Elle t'a bien boosté au début? Elle était en entreprise, elle bossait. Elle bossait à la Générale, à la banque, et oui, enfin, elle aime pas quand je dis ça, mais enfin, je pense que si elle avait pas été là, j'aurais pas réussi, parce qu'elle a été là dans des moments de doute, et elle était là dans les bons moments aussi, et à me booster, à me dire que j'étais capable d'y arriver, et que fallait pas que je doute de moi, et donc effectivement, non, c'est important, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc merci madame. Merci aussi. Encore. La première personne que t'as recrutée, c'était quand? Au bout de combien de temps? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que enfin, j'ai vu, et on en parlera, parce que tu fonctionnes beaucoup avec l'alternance, avec l'apprentissage. Avec l'apprentissage, que je trouve canon. Non, c'est vraiment top. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc moi j'ai créé ma structure fin 2010, et j'ai deux potes qui ont créé la même année, mais plus tôt que moi, en 2010 aussi, une boîte qui s'appelle Lengo. Je sais pas si tu les connais. J'ai vu ça. Ouais, voilà, ils sont sur Nantes. C'est une super belle structure qui a explosé. Vraiment, start-up dans le sens du terme, quoi. Vraiment, voilà. Exponentielle. Exactement. Vraiment une très très belle boîte. Et donc, Mickaël qui est toujours aujourd'hui président de la boîte. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon expérience d'agence, dont je te disais, où j'ai
pas passé vraiment beaucoup de temps, mais on s'est croisés. Lui, il est resté 2 semaines. Moi, j'ai dû rester 4-6 mois. Et on s'est croisés, et on a bien accroché. Et au bout de 2 semaines, il me dit non, moi, je me sens pas, donc je m'en vais. Et il dit, je pars créer une boîte avec un pote sur Nantes. Et donc du coup il a créé Lengo et on avait pas mal discuté parce qu'il m'avait expliqué ce qu'il voulait faire et moi je lui ai expliqué ce que j'avais fait chez Cdiscount parce que chez Cdiscount on avait créé un agrégateur de flux, un outil qui permet d'aller sur les comparateurs de prix de manière plus efficiente que ce qu'on faisait avant, qui s'appelait Film Manager pour la petite histoire. Ah ouais, ok, d'accord. Le projet interne s'appelait Film Manager, voilà, on avait créé ça avec une collègue et puis l'équipe. Donc toi ton nom d'entreprise t'es allé chercher hyper loin en fait à chaque fois. Exactement, à un moment donné. Et en fait donc Mickaël et Jérémy à l'époque me disent écoute on carbure bien, ça marche super bien. Ils venaient de faire leur première levée de fonds et il me dit on a par contre on se rend compte qu'on a un déficit sur un sujet, c'est le fait que les gens prennent notre solution mais l'utilisent pas de manière la plus optimale possible, pas au quotidien comme ça devrait le faire. Et est-ce que ça te dirait pas de monter une offre opérationnelle pour accompagner nos marchands? Et puis nous, on peut proposer ta solution à nos e-commerçants qui choisissent de bosser avec Lengo en disant bah t'as pas le temps de t'occuper de Lengo, il y a une agence qui est sur alors j'étais toujours à La Rochelle à l'époque et qui propose ce type de service. Et en fait, c'était quelque chose au départ, j'étais plutôt réfractaire, je dis non, l'opérationnel j'en ai trop fait, j'ai envie de faire du conseil maintenant, j'ai envie plus de la strat que du conseil d'ailleurs et je me voyais pas refaire de l'opérationnel. Et à un moment donné, je me suis dit, je cherchais quelque chose pour faire du récurrent. Je me suis dit, la seule clé pour pouvoir embaucher derrière, c'est de m'assurer un revenu quotidien et puis de se dire que tous les mois, j'ai une part de facturation qui tombe et ça me permettra d'avoir du cash pour embaucher. Ouais. Et puis je me suis dit, bon allez, vas-y, banco. Okay. Banco, je monte une offre. Donc j'ai créé Film Manager Powered by Conseil Web Marketing. Donc au départ, je me suis dit, je vais créer peut-être des produits à l'intérieur de cette boîte, mais je vais essayer de garder l'aspect conseil que je continue de vendre et qui marche pas trop mal. Okay. Et puis de manière super smart, les deux gars m'ont dit, écoute, on va faire le salon du e-commerce, tu bosses bien, ça se passe bien, si tu veux on te file un bout de stand et puis tu t'expliques ce que tu fais, comme ça nous on peut réorienter des clients qui vont venir nous voir ou quoi pour pouvoir proposer Film Manager. Ouais. Et en un salon, j'ai signé 15 clients. Je dis, wow, super. Je suis rentré à La Rochelle, j'ai dit à ma femme, bon, bah, en fait, je pense qu'il faut que je retourne sur Bordeaux, faut que j'embauche quelqu'un. On s'est dit, est-ce qu'on vit à La Rochelle, ou pas? Ouais. Et on s'est dit non. Okay. Donc on s'est dit, bon, allez, on bouge. Donc, moi, j'ai bougé. On a fait du célibat géographique pour un petit moment. Et donc là, j'ai choisi d'embaucher une première personne. Et pourquoi pas rester à La Rochelle? Enfin, parce que t'avais moins de monde, c'était plus difficile. Déjà, je voyais Bordeaux commencer à grimper. Ouais. Et t'as bougé en quelle année? En 2011. 2011, ouais. 2011. Bah, je me voyais pas vivre à La Rochelle. La Rochelle, c'est une ville super sympa. Ouais. J'y suis allé pour la première fois il y a 3 semaines. C'est canon. C'est canon. J'adore y passer un week-end. On y va de temps en temps, toujours. Ouais. Y vivre, j'avais plus de mal. Et puis, voilà. Il y a moins d'émulation que ce que je trouvais sur Bordeaux. Ouais. Et puis on a toute notre famille à Bordeaux, nos potes c'était sur Bordeaux, donc on s'est dit bon, si demain on doit revenir quelque part, ça sera forcément sur Bordeaux. Donc je suis parti en premier et j'ai embauché une première personne en CDI. Ok, direct. Ouais, en fait je suis pas super adepte du CDD. Bon, en fait non, même stage. Enfin, t'aurais pu. Non. Les armées de stagiaires, pareil. J'étais pas. Ouais. À un moment donné, quand tu crées une boîte, t'es là pour embaucher du monde, t'es pas là pour faire tourner une usine à stagiaires. Donc je me dis non, allez, CDI. Et donc du coup, j'ai embauché une première personne. Sur quel poste alors? Un compte manager. Il gérait les clients que j'ai formés, puis il a géré les clients dès le départ. Et puis ensuite, donc très rapidement, 2012, j'ai pris une alternante. Charlotte, qui est toujours chez moi d'ailleurs. Ok, canon. Qui est team leader maintenant. Ok, c'est ce que j'allais dire, qui a dû grimper un petit peu. Ouais, qui est grimpé, qui s'est marié, qui a un enfant, donc c'est génial, cette histoire. Et donc du coup, qui est resté en apprentissage, ça a commencé de plus en plus à se développer, et puis là au fil de l'eau, j'ai continué à embaucher. Et ma femme n'arrivant pas à se faire muter, elle est venue bosser avec moi. Voilà. Ok. Pendant 6 ans. Ah oui, d'accord. Juste fait un petit tour, quoi. Non, au départ, elle est venue me dépanner. En fait, elle a fait un rapprochement de conjoint. Elle n'arrivait pas à se faire muter, donc à un moment donné, elle s'est dit bon, si je dois chercher le boulot à Bordeaux, faut que je sois dispo, je puisse venir passer des entretiens. Donc, elle a fait un rapprochement de conjoint. Elle a quitté La Rochelle, elle est venue me rejoindre à Bordeaux. On s'est réinstallé à Bordeaux et puis elle est venue me dépanner
au départ. C'était un gros dépannage. Ouais, tu sais, au début, on disait bon, tu sais, j'avais une part de RH à faire, partie finance, compta, facturation. Donc, franchement, elle m'a permis de me libérer du temps. Moi, j'ai pu continuer de faire du commercial comme ça. Ouais. Et puis, à un moment donné, commencer à continuer de chercher du taf. Je dis non, mais en fait, je crois que t'as pas compris là, mais y a pas moyen. En fait, ça se passe trop bien. Je me vois pas me passer voilà tes services et donc du coup voilà, elle est venue bosser avec moi. Et au départ voilà pour dépanner. Et puis c'est un dépannage qui a duré 6 ans. Ok. Pas trop dur la gestion pro perso. Bon, on s'était fixé des règles. Après, on avait fait la même école, donc on avait déjà bossé ensemble. Okay. Pas beaucoup, parce qu'on se disait, on avait fait très peu de dossiers ensemble quand on était à l'école. Ouais. Mais on a fait la même formation, donc on était plutôt câblés pareil. Et on s'était fixé des règles. On s'est dit, voilà, si on s'engueule un jour à cause du boulot, on arrête direct. Okay. Voilà. Et puis c'est pareil. Vous avez engueulé au bout de la 6e année. Non. Bon, après, voilà, on en parlera après peut-être, mais avec l'arrivée de l'Abellium, la boîte a grossi, l'arrivée des enfants. Moi, j'ai fait de plus en plus d'heures, donc c'était compliqué d'arriver à gérer les enfants, la boîte et tout à deux. Ça marche. Et puis elle avait envie de faire autre chose. Donc. Ok, bon ça marche. J'ai vu Google dans le parcours de Feed Manager, forcément ça a un impact énorme quoi. Ouais. En fait, au tout début de Feed, on faisait du comparateur de prix de la marketplace. Donc on accompagnait les marchands à partir sur les comparateurs de prix qui avaient toujours une bonne grosse position. Donc il y avait toujours une bonne part d'investissement des e-commerçants qui partaient sur les comparateurs de prix et les marketplaces bien sûr. Et moi je connaissais déjà Google Shopping, ça s'appelait pas Google Shopping, ça s'appelait Frugal à l'époque quand Frugal c'était le premier moteur de comparateur. Donc c'est du référencement payant du SEO à l'époque qu'on voyait émerger quand on était chez Cdiscount. Après c'est devenu Google Product. Donc c'était toujours gratuit, mais il fallait avoir un catalogue. Donc c'était pas Google qui crawlait ton site, mais c'était à toi de faire des fiches produits. Donc là on a commencé à faire quelques catalogues chez Feed Manager sans forcément. C'était intéressant, mais c'est. Et puis un jour Google a passé la vitesse supérieure, d'abord aux US puis après en France. Ils ont donc lancé Google Shopping. Vous avez bien anticipé ça? Ouais. On a dès le début, on a commencé à dire non mais il faut absolument qu'on soit les premiers. Et on a été une des premières agences à lancer des marchands sur shopping d'abord en gratuit puis en payant. Et à l'époque, les agences dans leur ensemble, les très grosses comme les moyennes et les petites, ils l'ont pas anticipé du tout cette arrivée-là. Et donc du coup, mais qu'est-ce qui a fait la diff alors? Enfin, est-ce que c'est parce que toi nous on avait une connaissance du catalogue. Je sais pas comment. Non, à l'époque on travaillait pas international, on était sur la France, donc on a attendu que la France arrive. Et tu vois, mes fameux contacts chez Google de chez Cdiscount qui étaient toujours là-bas. Ce qui était cool, c'est que j'ai pu leur passer un petit coup de fil, leur dire tiens, j'ai vu qu'il y avait ça, ils ont essayé de me trouver de l'info. J'ai pu commencer à construire mon offre. Et au départ, on arrivait juste en asset marketing. On disait moi, t'as besoin d'un catalogue pour aller faire du shopping. Donc on va t'aider à construire ton catalogue avec Lango, et puis on va t'optimiser tout cela au quotidien. Et puis au bout d'un moment, on se dit mais en fait, faut aussi gérer les campagnes. Donc là, t'es plus efficient, tu fonctionnes mieux, mais si tu veux, on peut aussi gérer tes campagnes. Et donc on récupérait les budgets shopping qui à l'époque pesaient entre 10 et 20% du budget d'un annonceur, donc c'était pas énorme. Et puis en fait, shopping a commencé à grimper. Et puis un jour, shopping a représenté à peu près entre 50 et 60% des investissements. Donc du coup, en fait, on rentrait chez les marchands au départ sur un flux shopping, puis on récupérait les campagnes shopping, puis on récupérait les campagnes AdWords, puis on récupérait Facebook. Et c'est comme ça qu'on s'est développé de plus en plus rapidement et sur de plus en plus d'annonceurs avec vraiment une vraie casquette shopping quoi. Moi je trouve ça fou de s'adapter autant à Google et normal quoi, mais c'était vraiment obligé de suivre Google a une telle position c'est clair. Du coup faut absolument être dans les premiers, faut être réactif, mais bon après Facebook est arrivé aussi rapidement derrière avec des flux produits, avec les Facebook Dynamic Product Ads ça s'appelait, donc on pouvait faire des publicités produits donc, qui existent toujours d'ailleurs. Donc non, il faut. En fait, nous, on est toujours en veille, et c'est toujours le cas, et c'est dans l'ADN de Feed Manager, c'est-à-dire, dès qu'il y a un nouvel emplacement publicitaire, s'il y a la possibilité de mettre du produit, du catalogue produit, faut qu'on soit les premiers, faut qu'on sache comment ça marche, qu'on sache comment ça s'optimise, faut qu'on comprenne le fonctionnement interne de leur outil pour qu'on puisse derrière se dire tiens, on va te fournir la meilleure data et qu'on va pouvoir être le plus efficace et le plus rentable possible. Ok, canon. Alors on va un peu plus vite dans les années. C'est en 2016 que tu as l'Abellium, c'est ça en fait, du coup, cette migration de budget.
Parce que toi, tu veux pas faire de levée de fonds, pour le coup. Ou t'en as pas fait, en tout cas. Je sais pas si tu veux pas en faire, mais t'en as pas fait, si je ne me Non, j'en ai pas fait. Ok. Est-ce qu'il y a un intérêt de ma part? Il y a un moment donné, je me suis posé la question. En fait, j'ai vu l'apport de clients d'un seul coup qui arrivait et je me disais, mais en fait, j'ai des clients qui rentrent, mais je me disais, tiens, si j'arrive à les faire rentrer plus rapidement, j'ai peut-être une place à prendre plus rapidement sur le marché. Et je me dis, tiens, est-ce que ça vaut pas le coup de lever des fonds? Donc j'ai commencé à creuser, à réfléchir avec un ami qui travaille dans le secteur. J'ai passé du temps. Sur 3 mois, j'y ai passé beaucoup de temps. Et puis à chaque fois, c'était non, mais vous êtes une société de service, vous avez un peu de cash, vous avez pas besoin en fait. Et puis vous avez pas de techno, donc ça nous intéresse pas. À l'époque, quand tu voulais lever des fonds, si t'avais pas de techno, c'était même pas la peine de réfléchir à aller frapper à la porte d'un fonds. Donc en fait, rapidement, je suis laisse tomber. Je préfère me concentrer sur le développement de feed et puis basta quoi. Donc j'ai fait ça. Et pour Labellium, en fait, c'est passé plusieurs choses. Ça s'est passé en plusieurs étapes. La première étape, c'est on a gagné Carrefour sur la partie catalogue. Au départ sur les comparateurs de prix, puis sur une plateforme de retargeting qui s'appelle Criteo. Et puis j'ai voulu faire la même chose. Tu sais, j'ai voulu dire bon, on pourrait aussi gérer tes campagnes. Ouais, mais Labellium s'en occupe. Ouais, mais on pourrait peut-être mieux faire. Et donc Labellium est assez protectionniste sur ses clients. Et donc très rapidement, Labellium a mis des barrières. A dit non, mais on est là en fait. C'est qui ce petit gars à Bordeaux là qui essaie de nous tirer Carrefour? Et donc on s'est fait bâcher assez rapidement de chez Carrefour. Donc là, sur le premier client, on va dire, on s'est croisé avec Labellium où l'expérience n'a pas forcément été super positive pour moi. Je me suis dit, c'est qui ces mecs là qui veulent pas que je bosse avec leurs clients? En même temps, j'étais aussi en train d'essayer de leur piquer une part de budget, mais bon, très bien, fine. Et puis on s'est recroisé sur un autre client dans la marketplace et puis sur Shopping. Et là, donc il y a le boss de Labellium qui s'appelle Stéphane Lévy. Un jour, il m'appelle que je connaissais pas du tout. Et il me dit, écoute, voilà, je vais chez un de mes clients à Bordeaux demain. Est-ce que ça te dit, avant mon rendez-vous, on se prend un petit déj, j'aimerais bien discuter avec toi de ce que vous faites. Je trouve ça intéressant. Je sais pas de quoi on avait parlé. Je me suis dit, tiens, il va peut-être monter un partenariat. J'ai des partenariats toujours d'ailleurs avec d'autres agences concurrentes de Labellium. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il veut monter un partenariat, pourquoi pas. Et donc, pendant ce petit déj, il m'explique, il me dit, ouais, voilà, ce que t'as fait sur Carrefour à l'époque, ça a cartonné. On a gagné 30% de perf. On n'a pas compris ce qui se passait. Et en fait, on était plutôt à se dire, non, mais c'est du bullshit, tout ce qui se passe autour des catalogues produits, il n'y a pas besoin. Et en fait, on a vu, juste après, sur un autre client, qui s'appelle Uncle Jeans, qu'on avait en commun. Pareil, deuxième chose, pareil, on a halluciné sur le fait que, parce que tu avais optimisé le catalogue avec tes équipes, on s'est retrouvé à avoir des super perfs. Et il a vu, et puis il me dit, on voit nos budgets, dans le e-commerce sur Google qui migre de plus en plus vers Shopping. Et donc si on n'est pas armé là-dessus, il faut absolument qu'on soit plus performant. Ok, bon, je me suis dit, enfin, c'est un petit partenariat. Et il me dit voilà. Et donc du coup, il me dit on est soutenu par un fonds en ce moment qui s'appelle Isaïe et on cherche à faire de la croissance externe. Là, ça commence à faire petit. Je dis oui, qu'est-ce que tu veux? Et il dit voilà, on aimerait bien t'aider à te développer et puis prendre une part de Feed Manager. Est-ce que ça te branche dans tout ça en un petit déjeuner quoi? Ouais. M'a présenté le truc comme ça. J'ai bien aimé la discussion, j'ai bien aimé le bonhomme. Je me suis dit tiens je trouvais puis des gars qui avaient entrepris aussi sans lever de fonds non plus, ils avaient créé leur boîte en 2001, on était en 2016, donc ça faisait 15 ans que Labellium existait et ils sont développés, restructuré leur boîte pour bien la faire croître. Donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas. On a commencé à réfléchir. Donc c'était en 2016. Septembre 2016, Stéphane me dit j'ai Arnold aux US là, il a L'Oréal, il aimerait bien réfléchir si ça vaut pas le coup que tu gères les catalogues. Ok, rendez-vous 10 minutes avec L'Oréal au téléphone avec eux. En 10 minutes, j'avais gagné L'Oréal États-Unis. Ok, génial. Bon. Donc là, je me suis dit, en fait, déjà le gars m'a pas raconté de salade en me disant, on va t'aider à te développer. Avant même de me racheter, il m'apportait déjà des clients. Et le premier qui t'apporte, c'est L'Oréal US, quoi. Voilà. Oh, putain. Ah ouais, d'accord. Et je dis, wow. Cool. Donc déjà, le truc dont j'avais jamais pu imaginer un jour dans ma vie, ni d'entrepreneur, ni dans ma vie professionnelle, pouvoir bosser un jour avec les US. C'est un peu le rêve ultime quand tu crées ta boîte dans le digital. J'allais bosser aux US, etc. Donc, truc un peu foufou. Et donc, du coup, c'était en 2015, ça, d'ailleurs. C'était toutes ces discussions, ça. Et donc, du coup, on discute et on se met d'accord début 2016 et juillet 2016 c'était fait. On avait rejoint le groupe Labellium. Et là, ça a été gros coup d'accélérateur. Donc, c'est pas une levée de fonds, mais
au fond, ça m'a permis une conséquence, une énorme conséquence, quoi. Donc voilà, puis la Bellium, c'est des clients juste hallucinants, quoi. C'est des clients, c'est plein de boîtes cotées au CAC 40, des boîtes internationales, des Sarenza, des Maisons du Monde, des Carrefour, voilà. Donc c'est une super belle boîte. Puis puis une boîte très particulière. C'est vraiment une boîte d'entrepreneurs. Donc je trouvais ça assez cool. Et vraiment aussi avec une genre moi, je disais toujours ça, et c'est toujours vrai d'ailleurs, la sensation d'avoir été racheté par une boîte de conseil. C'est-à-dire par des consultants en fait externes qui te vit ta vie, surtout ne change rien parce ce qu'on est venu prendre chez Film Manager, c'est quelque chose qui marche, donc on veut pas que tu révolutionnes ta méthode. Si t'as envie de t'enrichir, et t'as des gars dans la boîte, hésite pas à les contacter. Et puis moi j'ai besoin de challenger mes idées tout le temps, j'ai toujours plein d'idées. Donc prends mon téléphone, j'appelle un des associés, je dis tiens j'ai pensé à ça, t'en penses quoi? Une franchise totale, non, c'est bullshit, tu es en train de te planter parce que ça, ah ouais, t'as raison, ou ah ouais, tiens, c'est pas con, appelle tel mec, lui, j'ai vu qu'il avait testé. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai trouvé des gars avec qui je pouvais, et puis des hommes et des femmes dans lesquels je pouvais vraiment développer toute mon émulation d'entrepreneur aussi, de se dire que j'avais plein d'autres idées. Et garder ta liberté, quoi. Exactement. C'est que c'est pas un rachat en mode derrière tu dois. Non, je me souviens de rendez-vous. Quand j'ai annoncé qu'on avait été racheté, j'ai fait des rendez-vous clients. Et tous mes rendez-vous clients, de toute façon, dans 6 mois, t'es plus là et tout. Pourquoi? Non, mais dans 6 mois, t'es plus là, ça se passe toujours comme ça. Ok. Bon, ça va faire 4 ans, en juillet, je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc, c'est génial. Et donc c'est avec la Bellium, tu as ouvert le premier bureau de Film Manager à Montréal, c'est ça, à l'étranger? En fait. Pourquoi Montréal? En fait, on a gagné L'Oréal aux États-Unis. Assez rapidement, on a gagné aussi L'Oréal Canada. Ok. Et c'est un peu particulier en fait ce bureau parce que on s'est vite rendu compte qu'on avait un problème de time zone en fait, parce que on avait des gens de chez L'Oréal qui nous contactaient des fois à 18h aux US, donc il est minuit chez nous. Ouais, c'est ça. Les Américains, on va dire les Nord-Américains dans leur globalité, que ce soit le Canada et les États-Unis. Ils envoient un mail, si dans les 10 minutes ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas compris pourquoi. Donc même si c'est j'ai vu ton mail, merci, je m'en occupe, je reviens vite vers toi, ça suffit. Mais si en gros t'es pas capable de faire ça, derrière ça génère très vite de l'insatisfaction. Donc pas de problème de langue puisqu'on j'avais tout le monde est bilingue à l'agence, donc on n'avait pas ce problème-là, mais on va dire un problème sur la relation client et sur sa time zone. Donc rapidement, on a discuté avec notre associé Anne sur Montréal. Au départ, on a tout géré depuis la France, et puis au bout d'un moment, on a dit non, ça peut plus tenir, quoi. On va dans le mur. C'est au bout de combien de temps là? Je sais pas, au bout d'un an, je pense, en 2017. 2017. Et ça, tu le savais? Ou enfin le fait qu'ils avaient une autre façon de fonctionner non, via la j'ai découvert. Tu t'as découvert? Non, j'ai découvert. T'as pas prévenu en mode fais gaffe, il fonctionne autrement. Non. Tu sais, c'est un peu en mode entrepreneur. On verra bien ce qui se passe. Et du coup, ça nous a aussi professionnalisé dans notre relation client parce que travailler avec les États-Unis, tu prends un grand coup dans la tête, pour être poli. Et du coup, t'as besoin de te remettre en question et les équipes aussi. Et ça n'a pas été toujours simple. Et puis, à bout d'un moment, on a réfléchi, est-ce qu'on localise quelqu'un de chez nous là-bas? Ou est-ce que on monte un bureau avec des locaux? Et donc, du coup, on s'est dit, il y avait plein de problèmes à vouloir gérer tout depuis Bordeaux, même quelqu'un directement là-bas. Un problème de culture, un problème de distance. Ce problème de time zone, je l'aurais eu aussi. J'allais pas bosser jusqu'à 1h du matin pour pouvoir manager mes équipes là-bas. Et donc du coup, c'est notre associé Anne qui gère la Bellium Canada, qui a monté l'offre en fait Film Manager localement. Donc du coup, nous on envoie du monde là-bas et puis des gens qui opèrent du flux. Et tu vois, regarde, réseau, toujours. La personne qui est en charge de ça chez la Bellium Canada, c'est mon ancien account manager chez shopping.com quand j'étais chez Cdiscount, qui un jour changement de vie, elle est partie vivre au Canada, Virginie. Et puis quand je suis allé voir Anne au Canada, j'ai envoyé un texto, j'ai dit tiens, je suis au Canada, tu veux pas qu'on mange ensemble? Et donc du coup je lui explique ce qui se passe et tout, et puis au bout d'un moment je dis mais ça te branche pas de le faire? Je dis je sais pas. Et puis du coup, je les ai fait se rencontrer avec Anne. Et puis aujourd'hui, tu vois, alors elle fait pas que ça, mais elle bosse énormément sur cet aspect-là. Et donc du coup, ça va faire 2 ans ou 3 ans maintenant qu'elle fait ça avec Anne. Donc c'est comme quoi réseau. Toujours être en contact avec. Il n'y a pas de secret. On a aussi un bureau à Madrid qui est géré par Eduardo, qu'on a ouvert l'année dernière. Voilà, on a localisé aussi l'Off Film Manager là-bas. Parce qu'on commençait à avoir pas mal de comptes. En fait,
c'est un peu comme ça que c'est aussi développé Labellium. C'est au bout d'un moment qu'on se dit tiens, on a pas mal de comptes sur une zone, on va monter un bureau. Donc ça, c'était au début des années 2000. Bah, on a un peu la même réflexion, c'est-à-dire tiens, au bout d'un moment, on a quand même pas mal de comptes espagnols. On a peut-être quelque chose à faire sur l'Espagne, et donc du coup, on a relocalisé des comptes en Espagne. Il y a 3 personnes, donc Eduardo qui gère l'offre, et puis Marcos et Nacho qui bossent sur la partie field management. Et donc du coup, voilà, on a fait ça. Ok. Cool. Super. Après, t'as créé, alors Check Your Data. Moi, ça reste une zone d'ombre dans j'ai pas tu vois, c'est une expérience extrêmement enrichissante c'est pas mal fini. Qui s'est fini. Mais qui s'est pas mal fini. En fait, je m'étais rendu compte d'un truc, c'est que on avait beaucoup de e-commerçants qui avaient un écart entre leur outil de Google Analytics, donc les ventes qu'ils avaient sur le Google Analytics, et les ventes qu'ils avaient dans leur back-office e-commerce. Donc à l'époque, il n'y avait pas RGPD et toutes ces contraintes de cookies qu'on peut avoir aujourd'hui. Et j'avais une personne qui était colocataire dans nos bureaux, et qui avait une bonne connaissance analytics. Et donc j'avais cette idée-là, et j'arrêtais pas de lui en parler. Je me disais mais il n'y a pas un moyen, enfin je lui dis c'est pas possible qu'il n'y ait pas un moyen d'arriver à annihiler cette erreur. Et donc en fouillant à deux, on a trouvé, et on a trouvé une façon de faire en exécutant les cookies côté serveur. Et je lui dis putain j'ai envie de créer une boîte, ça te branche. Donc on a créé la boîte à deux. Et donc voilà, dans une boîte dans laquelle j'étais au départ majo, parce que je me suis dit bah tiens, c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui mets un peu d'argent au début. Et là pour le coup je me suis dit si je fais ça, je veux lever des fonds. Je veux pas mettre moi tout seul de l'argent, et j'ai besoin de cash pour pouvoir embaucher un développeur, faire le proof of concept, et ensuite de lancer la structure. Alors on a fait plusieurs erreurs. La première, c'est je pense qu'on s'est pas posé les bonnes questions entre associés au départ, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de travailler, dans notre façon de vivre aussi, perso, pro. Moi, je me suis dit, j'ai une idée, j'ai envie de monter l'idée, j'ai envie d'y apporter quelque chose, mais pas la totalité de la gestion, puisque j'avais Feed Manager à côté qui continuait de se développer. Donc, il n'y avait pas Labellium du tout à l'époque. Parce que ça, on est sur 2015-2016. Ouais. Donc, avant que Labellium arrive. Et du coup, on lève des fonds, on fait d'abord bosser un free pour faire un premier développement. On teste, ça marche, donc déjà cool. On monte une offre en se disant on va vendre ça en récurrent et on va dire j'ai perdu le mot. Installation en plug and play. La personne utilise ça sur son PrestaShop, l'installe, paye en ligne, met son PayPal, et puis terminé, il prélevé tous les mois. Et en fait, première erreur. Donc, je pense l'association où je me suis pas, lui comme moi, on s'est pas posé les bonnes questions au début. En voulant aller trop vite ou juste pas Non, la façon de voir les choses, la façon d'organiser le travail, la façon de qui fait quoi. Je pense que moi je m'y suis pas assez investi. Il s'attendait à ce que je m'investisse plus. Moi aussi, j'avais cette sensation-là vis-à-vis de lui. Donc ça là-dessus, je pense que c'était pas bon. Et je pense qu'on se serait posé les bonnes questions au début. Soit on n'aurait pas eu le même comportement, soit on se serait dit en fait on va pas le faire. Oui, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit que on pouvait créer une boîte de techno sans support, avec très peu de support. C'est-à-dire on vend un truc 100 balles par mois dans quelque chose qui demande quand même du support, donc, dans lequel il peut y avoir du bug. Et ensuite il n'y avait pas besoin de support. Et en fait, si, il y a besoin de support. Il y a besoin d'aide à la vente. Il y a besoin de l'aide à l'installation. Et donc du coup, on aurait dû vendre plus cher parce qu'on résolvait un vrai problème. Et deux, avoir une équipe support pour pouvoir accompagner les e-commerçants qui installaient la solution et trouver des idées d'upseller derrière quelque chose. Et donc du coup on a quand même réussi à lever des fonds parce qu'on a prouvé que ça marchait. On a trouvé un business angel, quelqu'un qui a mis de l'argent dedans. Il a mis combien? Je sais plus, je crois j'avais levé 150 000 euros. Donc c'était pas mal. Correct. 150 000, je sais plus. Mais sachant que t'avais Feed Manager, t'étais déjà un peu connu, donc il pouvait te faire confiance aussi. Oui, puis c'était un client. C'est ce que j'allais dire. Bon, tu le connaissais sûrement en plus. C'était un client, puis je lui avais dit, j'avais cette idée-là, et puis il m'a dit, écoute, au début, je voulais faire investir plusieurs personnes. Je m'étais dit, on va faire un petit board avec 4-5 mecs qui ont réussi. Ça, c'est un gars qui avait vendu sa boîte, qui avait un peu de cash et qui développait des idées comme ça. Je lui dis, je voudrais lever entre 100 et 150 000 euros. Puis au début, je lui dis, tu veux pas mettre genre 10-15 000 euros un ticket comme ça, et je voudrais faire entre 5 et 10 tickets. Et lui, il m'a dit, non, mais moi, si tu veux, le ticket, je peux le mettre.
bah pourquoi pas. Donc on a travaillé ensemble. Moi, ce que j'ai vachement apprécié de sa part, c'est qu'il s'est investi aussi. Il y en a plein qui disent moi je veux pas que mon investisseur vienne mettre le nez dedans. Je peux comprendre aussi parfois, mais lui c'était un entrepreneur qui avait fait une belle boîte, qui avait bien vendu, qui avait plein d'idées, qui challengeait pas mal ce qu'on faisait. Donc je trouvais que c'était assez enrichissant d'aller le voir régulièrement pour expliquer où on en était. Et puis bon, t'avais des points d'étape, donc quelque part t'es aussi obligé de te bouger pour que quand on le voyait se dire bah tiens si on avait fait tout ça et voilà ce que ça donne. Et voilà, on a peut-être eu une cinquantaine, soixantaine de clients, donc mais bon, c'était 6-7 000 euros par mois. Ça permet pas de payer un développeur. Et on avait une personne qui s'occupait du développement commercial, donc j'avais 2 employés, en CDI toujours. 2 employés, mais pas de feed qui bossait sur le projet. Non, 2 employés, Check Your Data, plus mon associé, plus moi. Et mon associé, lui, il avait besoin de bouffer, donc il fallait le payer aussi. Donc on avait quand même 3 personnes à payer. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que ça ferait pas. La BLE m'a très rapidement dit, écoute, ce truc, soit tu le vends à ton associé puis il se barre avec, soit tu le lâches, mais quelque part, nous on a besoin de toi à 100% sur Feed Manager. Donc soit tu te mets en associé dormant et puis tu laisses le truc et puis tu verras bien ce que ça donne, soit voilà. Et moi j'ai dit non, enfin très rapidement j'ai regardé, j'ai dit non, d'une on peut pas payer notre développeur, on va pouvoir le payer jusqu'à telle date. Pareil pour le gars qui était chez nous sur la partie co. Et donc du coup on a prévenu tout le monde, on a dit voilà les gars, on peut vous payer jusqu'à temps. Cherchez du taf, dites-nous dans quoi vous cherchez, on vous filera un coup de main, on vous fera des lettres de reco parce que les 2 gars étaient vraiment très très bons. Et donc il y en a un qui a trouvé du taf, il est devenu je crois directeur technique de Beauty Success, et puis un autre qui est parti chez Cdiscount. Mon associé lui il est reparti en free ce qu'il faisait avant, et puis bah il continue d'ailleurs toujours. Et puis j'en ai parlé avec notre associé financier qui a été vraiment super smart. Il m'a dit écoute, à un moment donné voilà, je dis enfin je sais pas quoi dire, mais là je pense qu'il faut qu'on arrête quoi. Et il m'a dit bah écoute arrêtons. Et j'étais vachement embêté, je me demandais ce qu'il y avait. Il m'a dit écoute moi j'ai perdu mon argent, t'as perdu ton temps, on s'arrête là, pas de problème. Donc on a essayé au mieux du mieux d'apurer les choses. J'ai liquidé une boîte, j'ai découvert que ça prenait plus de temps de liquider une boîte que de la créer. Et puis on a arrêté là. Voilà. Donc voilà. Échec? Oui. Ou après apprentissage aussi, hein, oui, forcément. Oui, non mais c'est un échec, Est-ce que tu vois ça comme un échec quand même? Ouais, c'est un échec parce qu'on a. J'aime pas perdre, donc voilà. Mais enfin, ça aurait pu être pire. J'aurais pu d'une avoir un associé financier qui me dise tu te débrouilles, tu me rembourses. Enfin, moi j'ai mis des fonds, vous avez fait n'importe quoi. Alors qu'on n'avait pas fait n'importe quoi. Hein, tu vois, on avait vraiment bien bossé, vraiment développé quelque chose, une techno, etc. Ce qu'il a bien apprécié, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, l'outil marche. J'ai appelé toutes les agences de la place et je leur ai dit, les gars, j'ai un outil, vous voulez l'acheter? Et j'ai vendu des licences. J'ai vendu le truc, marque blanche. J'ai dit, voilà, je te l'installe sur un serveur. Voilà les devs, ils sont commentés. Voilà les clés et débrouille-toi. Donc je crois que je l'ai vendu 4 fois à 10 000 euros. Ça fait 40 000 euros de cash. Ça a permis de redistribuer un peu de cash à la sortie. Et je crois que je l'ai filé à mon associé financier. Tout le monde est parti avec le dev en fait. Et on s'est arrêté là. Donc là où je suis plutôt content, c'est de me dire que j'ai réussi à faire ça. Voilà, j'ai réussi à mettre au propre la structure avant de la lâcher. L'échec dans le sens où moi j'ai perdu un pote quand même dans l'histoire. C'est que mon associé de l'époque, Alex, enfin ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je pense que ça a cassé un truc aussi quoi. Enfin c'est fait dans la douleur quoi la fin. Donc fallait que ça s'arrête. On était tous énervés et voilà. Bon, après il va bien et je vois que ça va continuer de se développer. Et vous parlez enfin parce que pour le coup moi j'ai créé une boîte avec un pote aussi et on s'est séparés au bout de 4 mois et pendant 5 mois c'était mon meilleur pote. Enfin c'est redevenu mon meilleur pote. Et pendant 5 mois on s'est pas parlé quoi. Oh, c'était pas mon meilleur pote, c'était un bon pote professionnel on va dire. C'est-à-dire on se voyait pas tous les week-ends, mais c'est un gars smart et je sais qu'il est bon et voilà, c'est quelqu'un que je recommanderais assez facilement, mais sur ce coup-là on s'est pas trouvé, on s'est pas compris et ça l'a pas fait quoi. Donc l'échec il est plutôt là, on va dire c'est mon seul point noir dans Check Your Data. Peut-être pas. Enfin, non, enfin je regrette pas. L'autre regret, c'est que j'ai pas écouté ma femme. C'est que ma femme, depuis le début, m'a dit arrête, ça marchera pas. Ou elle avait vu plein de trucs qui lui faisaient se dire que ça va pas le faire. C'est une des fois où je l'ai pas écouté. Voilà. Et elle avait raison. Elle est repartie comme ça avec les épaules. Tu sais. C'est le fameux. Je vais pas te le dire, mais je te l'avais bien dit quand même. Mais bon, mon associé historique, j'aurais dû l'écouter.
Ok. Après, t'as créé en 2018 FitPrice. Oui, alors en fait, là pour le coup, c'est dans Feed Manager, donc dans le groupe Labellium. Donc là, c'est une opportunité marché, vraiment. Donc quand je lui disais, regardez ce qui se passe, trouver des idées assez rapidement. Il s'est passé deux choses donc 2016-2017. Donc les comparateurs de prix ont pris une énorme claque dans le milieu des années 2010, on va dire, entre 2014 et avec l'arrivée de Google Shopping en fait. Donc Google Shopping, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés en haut des résultats de Google. Donc les comparateurs de prix qui eux faisaient du trafic sur des requêtes très produits, genre écran ordinateur 22 pouces ou quoi, bah quand tu tapais cette requête, bah maintenant tu avais du shopping directement. Deuxième chose, c'est que Google a fait un changement sur son algorithme SEO, ils ont dit tout ce qui est agrégateur de contenu. Donc à l'époque tu avais je sais plus comment ils s'appelaient, mais t'avais des agrégateurs de blogs qui reconstruisaient des pages d'actualité en crawlant des blogs. Donc ça a été déréférencé. Comparateur de prix, récupération de contenu des e-commerçants qui sont en duplicate content, ça dégage. Donc les comparateurs de prix ont perdu énormément SEO. Conjointement, ils ont lancé Google Shopping. Donc du coup, la Commission européenne a jugé que c'était un abus de position dominante. C'est ça, ils ont chopé une amende énorme. Plusieurs milliards d'euros. C'était notre ami Van der Leyen qui s'occupe de la Commission européenne aujourd'hui. Donc je pense qu'ils sont pas forcément super contents qu'elle ait pris la Commission européenne. Mais bon, bref, le marché est comme ça. Ils ont voulu réguler le marché. Ils ont demandé aux comparateurs de prix, demandé à Google d'ouvrir leur fameux emplacement produit, là, quand tu fais des requêtes, des résultats produits, aux comparateurs. Donc les comparateurs ont, à partir de ce moment-là, eu le droit de faire de la pub sur Google Shopping. Donc du coup, ça a commencé comme ça, et puis en fait, la Commission européenne a fait un premier bilan une fois que l'ouverture a été faite, et en fait, la conclusion, ça a été les comparateurs de prix ont moins d'1% de part de voix sur cet emplacement-là, donc Google fait quelque chose pour qu'ils aient plus de part de voix. La concurrence n'est pas pure et parfaite, donc on veut que les comparateurs de prix aient plus de part de voix. Donc Google a changé plusieurs choses. La première chose qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont dit, bah voilà, Google Shopping, donc l'entité publicitaire, devient une entité à part entière dans l'univers de Google. Donc ils ont sorti l'aspect Google Shopping. Ils ont créé ce qu'ils appelaient les CSS, ou Société de comparateurs de prix en français, SCP. Et donc Google Shopping est devenu un SCP, donc un service de comparateur de prix, comme Le Guide, comme Quelcou, comme Twenga, donc tous les autres comparateurs qui existaient sur la place, et a été traité de la même manière qu'un autre comparateur de prix. Donc il a eu accès au marché, donc accès à cet emplacement publicitaire, de la même manière qu'un Quelcou, qu'un Le Guide ou qu'un Twenga. Donc ça a été la première chose. Et donc Google a communiqué sur sa marge. Ils ont dit, bah voilà, quand vous payez un CPC sur Google Ads, donc un coût par clic sur Google Ads pour faire de la publicité sur votre produit, si vous payez 1 euro, il y a 80 centimes qui partent chez Google Ads et 20 centimes qui partent chez Google Shopping. Donc déjà, ils ont communiqué sur leur modèle économique. Et donc du coup, les comparateurs de prix, on peut dire, bah nous, quand on va acheter 80 centimes du clic, on va payer, j'en sais rien, vous allez payer 10 centimes chez moi. Vous allez payer moitié moins cher en passant par Quelcou qu'en passant par Google Shopping. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, pour inciter les marchands à utiliser un autre service de comparateur de prix que celui de Google, Google a dit, on va vous donner un kickback, on va vous donner 30% de kickback, donc de retour publicitaire, si vous passez par un comparateur de prix. Donc si vous investissez 10 000 euros, on vous redonnera 3 000 euros. Et donc ça, ils ont fait ça pendant 6 mois. Et donc là, il y a eu une vraie opportunité, parce que c'était en juin 2018. Et donc nous, on a appelé tous les comparateurs de prix, on a dit, bon les gars, on fait quoi c'est quoi votre modèle? Et ils ont eu des modèles plutôt très opportunistes, en disant, on va prendre un max de cash sur cette période-là. Et donc nous, on a trouvé que c'était un modèle qui n'était pas très fair pour nos clients. L'idée, c'est de trouver le modèle le plus équitable pour le client, pour qu'il se retrouve à bénéficier au maximum de cet apport du marché. Et comme au bout d'un moment ça a commencé à nous chatouiller parce qu'on n'était pas complètement d'accord, on a dit bon, on va créer un comparateur de prix, parce qu'en fait ça nous plaît pas, le modèle économique nous plaît pas, donc on a créé un comparateur de prix. Donc j'avais un nom de domaine, à l'époque, qui s'appelait FitPrice. On s'est associé avec une agence qui s'appelle Ecom, qui est sur Lyon, qui eux aussi voulaient lancer un comparateur de prix. Voilà, agence avec laquelle on était en train de discuter pour les racheter aussi. Cool. Donc on a racheté depuis, enfin que le groupe Labellium a racheté depuis. Et en fait, on s'est dit quel modèle économique on peut construire, parce qu'en fait on veut pas faire du beurre avec ça. On voulait proposer un outil technique qui permette aux clients d'accéder au marché de cette publicité-là de la manière la plus rentable possible, mais que nous on puisse,
trouver un niveau d'équilibre pour payer nos charges tech et nous dire, de toute façon, notre métier à nous, c'est d'optimiser des catalogues. Le métier de Labellium, c'est d'optimiser les campagnes de publicitaires. Voilà, c'est là-dessus qu'on gagne notre vie. On a un outil technique qui s'appelle FitPrice. Donc voilà combien ça coûte. Et on a réfléchi à un modèle économique innovant avec un niveau de marge extrêmement faible qui nous permettait de payer le dev et les frais de serveur. Et on a lancé ça. Et dans un premier temps, vraiment exclusivement pour les clients de Labellium, de Film Manager et de Ecom en Europe. Et puis de temps en temps, par opportunisme, on va dire, quand on avait un e-commerçant qui nous appelait en disant j'aimerais bien utiliser ta techno. Tu vas pas lui dire non, quoi. Voilà, non. Et on réfléchissait à un modèle, voilà, pour le coup, un peu plus margé, qui permettait là de lui accéder au marché de manière plus rentable. Et c'est ce qu'on a fait avec d'autres annonceurs. Et voilà, et c'est comme ça que FitPrice s'est développé. Donc on a FitPrice et Ecom Shopping qui sont nos deux comparateurs de prix qu'on gère depuis Bordeaux et Lyon. Ouais, ok, ça marche. Et alors on parlait de l'apprentissage tout à l'heure. Ouais. Ça c'est canon. Pourquoi tu fais ça? C'est quelque chose qui me tient très à cœur. En fait, je suis anti CDD. J'aime pas trop les CDD. Ouais. On en a eu quelques-uns. Pour quelle raison? J'arrive même pas à trouver. Okay. Ça peut être, est-ce que c'est par rapport à la personne, tu dis c'est pas stable pour elle, ou est-ce que c'est par rapport au fait de, en tant que chef d'entreprise, tu dis au final elle fait qu'une durée, donc elle va peut-être pas s'investir autant que si elle était en CDI, j'en sais rien. Non, c'est que des idées, mais. Je pense que parfois, je sais pas, on s'est dit qu'il y avait, ça nous rassurait de faire ça. Okay. En fait, il y a deux choses qui me font dire que le CDD c'est pas un bon outil. Le premier, c'est que la personne qui bosse, elle est en stress parce qu'elle se dit est-ce que je vais être renouvelé à la fin de mon CDD. Okay. La deuxième chose, c'est qu'au bout de 2 semaines, la personne, on peut plus lui dire de partir. Okay. Donc si on signe un CDD avec quelqu'un qui est pas performant, et on l'a pendant 6 mois. Voilà. 6 mois, 3 mois ou 1 an, en fonction du CDD que l'on fait. Et puis au fond, enfin voilà, je trouve que voilà, c'est un contrat, on se lance ensemble, viens bosser, et puis si ça va pas, on arrêtera aussi. Voilà, avec je touche du bois, on a eu très peu d'arrêts CDI, ça peut arriver qu'il y ait des démissions, mais on a eu peu de choses qui sont passées comme ça. Donc non, le CDI, je trouve que c'est plus cohérent. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que moi, dans mon secteur, aujourd'hui, dans le flux, dans le catalogue produit, dans la gestion des catalogues, il n'y a pas de formation. Tu vas être formé en web marketing, on va te parler Google Ads, on va te parler de Facebook, on va te parler de Criteo, on va te parler des marketplaces. On va pas te parler de l'asset catalogue qui aujourd'hui est ultra important. Donc parfois, on fait des interventions, voilà, comme ça, de temps en temps, dans des formations, mais il y a pas de, ça fait pas partie du nerf de la guerre dans l'explication e-commerce du business. Et donc du coup, moi je me suis dit en fait le meilleur moyen, c'est de prendre des petits juniors là qui sont encore à l'école, qui sont pas encore formés, de les laisser prendre une culture web marketing à travers une licence ou une formation. Et nous, de leur inculquer la partie gestion catalogue, relation client, et de les faire monter en compétences. Et donc, du coup, on se donne 1 an. On a 3-4 mois, on est très opérationnel. Au bout de 4 mois, on commence à avoir quelques clients. Et puis, les 4 derniers mois, on a des clients, vraiment, voilà. Et on valide notre embauche en CDI. Okay. Et donc, du coup, je pense que j'ai la moitié de la boîte que j'ai recrutée comme ça. Ok, voilà. Énorme. Et voilà, c'est un peu, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve que c'est un bon mode de fonctionnement. Moi, j'ai pas eu ça à l'époque, c'était pas autant développé, mais je referai mes études, je pense que je choisirais l'apprentissage. Ok. Parce que l'équipe, elle est hyper jeune. Enfin, j'ai vu une photo de l'équipe il y a pas longtemps, là, c'est. Ouais, on a 28 ans de moyenne d'âge maintenant. Ouais. Et encore, on a eu quelques quarantenaires là dernièrement. Parce que, ils sont arrivés, ils avaient moins de 40 ans, mais là, c'est moi le premier. Hein. J'ai créé ma boîte à 26 ans, je vais en avoir 36. Donc, forcément. Ça avait fait monter l'âge moyen. Non, on a pas mal de jeunes, mais, enfin, tu vois, il n'y a pas de notion d'âge ou de sexe chez Film Manager dans les promotions, dans les postes. Sachant qu'il y a plein de femmes, si j'ai vu. C'est rare. 70 ou 80 ans. Toutes les femmes digitales sont chez Film Manager. Non, ça s'est fait comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça s'est fait comme ça, mais pareil. Enfin, moi j'ai les 3/4 de mon équipe de management qui c'est des femmes aussi. J'ai été élevé par une mère féministe et un père macho et c'est ma mère qui a gagné. Énorme. Mon père a beaucoup changé maintenant, mais non, c'est tu vois, je vais prendre Audrey chez moi. Elle est arrivée en apprentissage, elle était embauchée en account manager. 6 mois après, elle était adjointe de team leader.
un an après, elle était team leader. Ouais. Enfin, tu vois, peut-être 2 ans après. Je veux dire, c'était évident. Je me suis pas dit, non, mais attends, faut d'abord qu'elle fasse 3 ans à ce poste, puis après, non, t'es bon, ouais, vas-y, go. Clairement. Ouais. C'est un peu l'esprit Cdiscount. Je me souviens chez Cdiscount, quand mon boss avait dit, on va lancer les campagnes télé, qui est-ce qui veut s'en occuper? Bah moi, ok. Je sais pas, j'avais 21 ans, j'avais jamais fait ça. Bon, lui non plus. Mais ça s'est fait comme ça et c'était génial. Enfin, et je trouve que on gagne plus à se dire, on veut créer ce truc-là, et qui est-ce qui est branché pour le faire? Bah allez-y, postulez. Okay. J'ai pas de manager qui n'a pas été account manager avant. Ils sont tous passés par la brique opérationnelle. Donc ils apprennent, ils savent faire, et puis après ils savent expliquer comment faire. Et quand on comprend qu'ils savent expliquer comment faire, bah, ils peuvent devenir manager, qu'ils aient 20 ans, 25 ans, 30 ans ou 40 ans, je m'en fous, enfin c'est pas grave. Et que ça soit un garçon ou une fille aussi. Les plus gros salaires sont des femmes chez Field Manager. Allez là. Bam. Bim. Allez. Bah, bravo. Et tes recrutements, tu les gères comment justement? Ça se passe comment? Est-ce que tu as beaucoup d'entrants? Parce que oui. Alors on fait pas de chasse. Ok. Pas de chasse. On fait quelques job dating des fois. Au départ c'était ma femme quand elle bossait avec moi qui s'occupait des ressources humaines, donc c'est elle qui faisait passer les entretiens, valider les profils et ensuite faisait passer l'entretien au manager qui allait le gérer pour valider le profil. Quand elle est partie, on n'a pas renouvelé son poste dans cet esprit-là. On n'a pas cherché une DRH, DAF. On a cherché quelqu'un qui puisse gérer l'opérationnel, compta, finance et ressources humaines, donc les contrats, la validation des contrats, le ticket resto, etc. Ce qu'elle faisait elle aussi. Mais en fait, on s'est dit, là on s'inspire de ce que faisait Labellium. On va d'abord faire passer les entretiens par les managers. Donc les managers vont valider des profils. Et une fois que les managers ont validé des profils, c'est soit ma directrice d'opération, soit moi, c'est plus souvent d'ailleurs ma directrice d'opération, fait la dernière validation. De toute façon, il a été déjà validé par l'équipe. Donc il n'y a pas de raison qu'il s'intègre pas. Et sur cette validation, on refait passer un dernier entretien pour cocher la case et après on embauche quoi. Et donc du coup ça permet de faire passer beaucoup plus d'entretiens vu qu'on a 5 managers. Bah, potentiellement ça fait passer 5 fois plus d'entretiens. Donc du coup on fait passer tout l'entretien vu qu'on embauche assez régulièrement. On s'arrête jamais de faire passer l'entretien. Vous avez embauché combien de personnes cette année? Enfin tu peux savoir. Au mois de janvier on a embauché 3 personnes. Et une apprentie. C'est énorme. C'est énorme. Sachant que vous êtes combien là total? Vous êtes une trentaine, un peu moins de 30, on a passé les 30 aujourd'hui. Baptiste qui était Baptiste il a été en apprentissage chez nous. Il est parti continuer ses études, il a une autre expérience je crois et donc là il a vu qu'il y avait une poste encore ouverte, il a repostulé et hop. Allez. Retour au bercail et donc il vient de revenir aujourd'hui lundi là. C'est canon, bravo, passage des 30, c'est cool. Et comment tu t'organises avec tout ça? Parce qu'au final alors c'est Field Manager qui prend la majeure partie de ton temps. Enfin, je sais pas par rapport à Labellium parce que tu es quand même CEO de Labellium Bordeaux si je dis pas de bêtises. En fait on s'est dit le problème de la marque Field Manager, on va dire, c'est que on est vu comme des gestionnaires de catalogue produits. Donc quand on adresse un annonceur sur Bordeaux, on dit non mais par défaut il dit non mais je peux pas bosser avec toi. Tu fais peut-être du référencement payant, tu fais peut-être du social, tu fais peut-être mais tu fais du catalogue, tu fais pas de la gestion de campagne. Donc t'es pas un expert sur le sujet. Alors que c'était faux, on avait d'autres annonceurs sur lesquels on gérait tout. Et donc du coup, on va utiliser la marque Labellium à Bordeaux pour plusieurs choses. La première, c'est de se dire, on est en capacité de gérer déjà ce type de campagne. Donc on a pris quelqu'un qui était chez Field Manager, Edouard, et dire, monte le bureau Labellium Bordeaux à Bordeaux. On a une personne de Labellium Paris qui avait la volonté de se rapprocher de Bordeaux, donc elle est venue rejoindre l'équipe. Et là, on l'a renforcé avec quelqu'un de Field Manager. Donc là, ils sont 3 sur Labellium Bordeaux. Et en se disant, on va aller travailler avec des annonceurs, quels qu'ils soient, plutôt locaux, dans le Grand Ouest, de La Rochelle à Toulouse en passant par Biarritz, grosse banane, on va dire. Et en se disant on a cette capacité d'une à être capable de savoir gérer ça, et deux, on a un réseau d'agences, on a 25 agences dans le monde, donc on est capable d'emmener un annonceur qui fait de l'international en se disant je peux déléguer la gestion de tes campagnes. Tu veux bosser en Amérique du Nord? On a un bureau à New York, on a un bureau sur la côte ouest, on a un bureau à Toronto, on a un bureau au Canada, on a un bureau à Montréal, donc on est capable d'aller opérer. T'as besoin de travailler sur la Chine, on a un bureau à Shanghai qui est capable avec Tony de pouvoir t'aider à te développer dessus. Tu veux aller en Australie, on a Jean qui gère le côté APAC là-bas aussi. Donc je veux dire, on est capable aujourd'hui de se faire soutenir par tout ce réseau d'agences pour un annonceur local. Aujourd'hui, à Bordeaux, il n'y a pas d'agence qui est en capacité de faire ça. Il y a des agences qui sont capables de gérer des campagnes internationales, mais de se dire,
j'ai cette remontée culturelle de se dire c'est comme ça que ça se passe en Chine, c'est comme ça que ça se passe en Australie, c'est comme ça que ça se passe aux US. Donc on peut s'enrichir des expériences locales et aussi de se dire on a besoin de gérer sur une time zone spécifique. Pas de problème, on a des account managers aux US, au Canada ou sur la partie australienne qui sont capables de gérer tes campagnes. Donc le marché du vin, c'est un secteur qui peut être intéressant là-dessus. Le tourisme, se dire aussi qu'on est en capacité. Là, c'est je trahirai pas le nom de cet annonceur parce qu'on est encore en discussion avec eux et puis il y a rien de fait. Mais c'est de se dire eux ils ciblent des touristes chinois, des touristes américains qui viennent à Bordeaux et de se dire comment je peux adresser ces gens-là. Nous on a trouvé des moyens, mais on a aussi trouvé des moyens grâce à nos associés chinois. Ils nous ont dit mais attends, mais quand les Chinois sont en France, ils utilisent telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme. Cette plateforme-là, tu peux l'utiliser pour faire cette chose. Donc par exemple WeChat, tiens, tu vas pouvoir faire du push sur WeChat sur des personnes qui sont sur la France. On peut voir ce qu'on peut faire sur la partie géoloc. Et de voir comment on peut opérer cette chose-là, même si ça va être très local, mais se dire tiens, culturellement, on a récupéré un savoir et on sait maintenant l'utiliser. Donc Labellium Bordeaux, aujourd'hui, ça occupe une part de mon temps, surtout sur la partie développement commercial, mais c'est géré et c'est intégré dans Field Manager, donc voilà, c'est un truc partie du package. Ça marche. Et tu utilises quoi comme outil pour t'organiser? Comme outil, agenda, vous êtes sur Slack, Non, alors on a un outil. On est tous sur Google Suite, donc Google Apps. Tout est géré d'ailleurs sur Google Apps, c'est-à-dire on utilise Google Slides, Google Sheets, donc c'est ultra pratique parce que c'est ultra collaboratif pour travailler. Donc on peut travailler avec n'importe quel bureau sur une presse, on la partage et on travaille à 4, 6, 8 mains des fois, donc c'est pratique. On utilise un outil après en interne qui est plus un outil pour travailler sur les process de ce qu'il y a à faire et gestion de tâches. Donc là c'est Vrike. C'est un outil c'est un outil comme Slack, on va dire, qui est un outil du marché, qui est intégré chez toutes les agences Labellium, et qui nous permet de pouvoir se distribuer du travail ou même suivre quelque chose qui est en train d'être exécuté sur un bureau. Donc, voilà. Ça marche, nickel. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Je trouve que c'est important, le matin tu te lèves et tu te dis quoi Field Manager toujours, la boîte. Non, mais c'est vrai, ça pour te dire au bout de 10 ans, ça, voilà, ce projet est toujours ultra, m'occupe une grande partie de mon esprit. Je suis toujours très content de le faire. Là, il y a l'aspect international où on essaie de bien craquer le modèle. On bosse dessus avec Labellium de comment on peut accélérer l'internationalisation de Field Manager. Donc ça, je trouve que c'est juste ouf parce que j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça un jour dans ma vie. Mais donc voilà, c'est cool. Ça, et puis après, cette réflexion d'avoir des idées toutes les heures et de dire tiens, j'ai ça comme idée. Et, t'en penses quoi? Et on est tous à peu près pareil chez Labellium, globalement, on va dire, dans le groupe, les équipes comme les associés, et se dire tiens, on a des nouvelles idées, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire demain comme idée? Quelle est l'innovation du marché qui va nous obliger à nous réinventer et trouver le nouveau truc à lancer, quoi. Ok, c'est canon ça. Pouvoir être entouré de personnes comme ça. Exactement. Ok, c'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voulais qu'on revienne? Ah si, c'est intéressant ça. T'as fait une interview en septembre dernier dans la Tribune avec Michael Lozano et il a dit que t'étais berger et manager d'algorithme. T'es berger? Non, j'ai expliqué à Michael que en fait notre métier se réinventait vraiment. Et je disais, avant, on était des gestionnaires de CPC. On crée des annonces, on crée des listes de mots-clés, on passait notre temps à optimiser des coûts par clic en disant, là, je le baisse, là, je l'augmente, etc., en fonction des résultats. Et je lui disais, avec toute la partie automatisation des gestions de campagnes publicitaires, que ce soit chez Facebook, chez LinkedIn, chez Google, tous sont en train de migrer vers ça. La machine est plus forte que nous. Et on a été réfractaires pendant très longtemps, en disant, on a fait des tests, man versus machine, on les a souvent gagnés, même tout le temps gagnés. Et puis un jour on a commencé à les perdre et on s'est dit putain, en fait c'est pas con la manière dont ils bossent. Donc en fait on s'est rendu compte que, si on prend Google comme exemple, Google a plein d'outils d'automatisation, de systèmes d'enchères. Donc tu peux toujours gérer manuellement, tu peux utiliser l'enchère optimisée, tu peux utiliser le Target ROS, qui est un système d'enchères basé sur le retour sur investissement, qui est complètement automatisé par Google. Ce qu'ils appellent le Dynamic Search Ads, où Google crawl ton site
et recréer des listes de mots-clés automatiquement sans que tu aies rien à faire. Smart Shopping, qui est un outil qui permet de faire du Google Shopping de manière automatique sur un niveau de rentabilité que tu espères. Donc en fait, on s'est plutôt dit, à un moment donné, notre métier est en train de se révolutionner. Et puis c'était aussi une petite sonnette d'alarme qui nous avait été donnée par les US, parce que les US ont toujours un petit coup d'avance sur le marché que nous. Et ils disent, en ce moment, sur le marché est en train de se révolutionner, d'arriver, d'adresser le marché. Je suis une agence à la perf, qui est capable de te faire de la liste de mots-clés, beaucoup de campagnes, machin, etc. Ça marche plus. Et les annonceurs ont bien compris que c'était plus ça dont on parlait. Donc, en fait, on est en train de changer notre métier, et c'est ce qu'on dit quand on dit on est un peu des bergers des algorithmes, c'est de se dire, on comprend tous les types d'algo qui sont sur le marché. Parfois, l'algo va pas fonctionner, donc on va quand même être obligé de rester sur du manuel. Mais parfois, c'est tel algorithme, c'est le target OS qui va fonctionner. Des fois, c'est le smart shopping qui va fonctionner. Des fois, c'est le target CPA. Donc voilà. Et donc, du coup, l'idée et le savoir-faire que l'on a maintenant, c'est de se dire, en fonction d'une campagne, en fonction d'un marché, en fonction d'une catégorie de produits, en fonction d'un objectif, on va utiliser tel ou tel algorithme, puis on va le challenger régulièrement pour pouvoir faire en sorte que on atteigne les objectifs du client. Ok, d'accord. Je trouvais ça sympa. L'idée du berger, je trouvais ça sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais revenir? Sur le parcours sur le tien, sur Field Manager, sur, ce qu'on a parlé de, vite fait quelques échecs, ou ta plus grande réussite, ou je sais pas. Bah, ça reste Field Manager pour l'instant. Field Manager. Non, c'est, non, je suis plutôt content. Ouais. On je a suis plutôt vu content. Ok, nickel. Alors, ça n'a rien à voir. UBB ou Stade Rochelet? Bébé, quand même. Je suis pas très rugby. Ah, ok, d'accord. Bon, dommage. Je suis plutôt girondin et je suis plutôt en souffrance. C'est sûr. On faut s'accrocher. Mais, on va s'accrocher, exactement. Mais, non, après, je sais pas, sur l'écosystème, on va dire que je trouve cool sur Bordeaux je trouve que j'ai vraiment vu une évolution en 10 ans de l'écosystème bordelais, que ce soit avec on va dire des initiatives privées comme Emera, je trouve ça super intéressant, les pépinières qui continuent de se développer à droite à gauche avec tu fais partie de la French Tech d'ailleurs aussi. On fait partie de la French Tech, on fait partie de la French Tech, l'initiative de la French Tech que je trouve toujours très intéressante, et puis Philippe et Pierre, ils font un taf fantastique, et j'adore bosser avec eux. Donc non, c'est vraiment cool. Mais il y a un truc qui me tient à cœur, j'en parlais d'ailleurs dans l'interview avec Mickaël, c'est que on voit toujours par le prisme de la levée de fonds, et je pense que c'est un vrai problème du marché. Le jour où les taux directeurs vont monter, je pense que ça va faire mal, parce que aujourd'hui l'argent ne coûte rien, donc ça lève à tour de bras, mais c'est pas forcément sain, quoi. Non, je trouve que c'est pas sain, et je trouve que il y a des super belles idées d'entrepreneuriat, et il y a des gens qui ne pensent que la clé de réussite, c'est simplement d'avoir de l'argent pour pouvoir et on va dire, j'en suis la preuve avec Field Manager qu'on peut y arriver sans lever. J'ai aussi eu des concours de circonstances, des alignements de planètes qui ont fait que ça a pu marcher. Mais quand j'ai vendu ma boîte, j'étais 100% actionnaire à 100% de ma boîte. J'ai fait un calcul un jour, si j'avais levé des fonds et j'avais perdu 20% de voilà. Et en me disant, j'ai peut-être accéléré, j'aurais peut-être vendu un peu plus cher. Mais j'aurais jamais gagné ce que j'ai gagné en vendant ma boîte. Donc en fait, l'opération, même si ma boîte était pas si grosse que ça quand je l'ai cédée, était beaucoup plus bénéficiaire que de se dire que si j'avais cédé une part de mon capital en levant des fonds. Et puis en plus, j'aurais peut-être une pression différente, des demandes différentes, une occupation de temps qui aurait été différente s'il aurait fallu que je rende des comptes. Là, je comprends que des boîtes très techno lèvent des fonds, mais parfois je me dis, on passe à côté de certaines idées en se disant, non, il faut absolument que je lève des fonds, et on oublie le cœur du sujet qui est, c'est quoi mon modèle économique, c'est quoi l'organisation que je dois mettre en place, comment je vais pouvoir créer une forme de récurrence pour pouvoir arriver à développer ma structure, et je pense que c'est un souci quand le French Tech 400, je sais plus comment il s'appelle, Next 40 se dit on va sélectionner des boîtes sur des montants de levée de fonds, en disant c'est parce qu'ils ont levé beaucoup que c'est les futurs du Next 40. Je trouve que c'est pas forcément la méthode à adopter, quoi. Non, il y a des super belles boîtes qui sont pas dans le Next 40 et qui ont pas levé un rond et qui se sont super bien développées, quoi. Et je trouve ça dommage.
On est d'accord. Enfin, il y a une dernière question pour le coup. Comment tu progresses dans la vie de tous les jours? Comment tu progresses? Alors, aussi bien dans ton métier que en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que tout, quoi. Ouais, je pense que je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est en échangeant à fond avec les gens. Après, avec mes enfants, je me suis mis des règles de base. J'essaye de rentrer avant 20h tous les soirs. L'objectif, c'est que je vois mes enfants tous les soirs. Sauf quand je suis en déplacement, mais comme je suis pas mal en déplacement, c'est-à-dire que la semaine, j'essaie de faire en sorte de partir pas trop tard du taf pour les voir, quitte à rebosser après. J'essaie de les emmener de temps en temps le matin, une fois par semaine, on va dire, ou une fois toutes les 2 semaines le matin à l'école. Donc ça, c'est des choses, des règles que je me suis mises, et je trouve que c'est important pour pouvoir être épanoui, moi, et puis aussi que mes enfants. Même s'ils te reprochent quand même. Hein. Si tu fais l'effort et tu dis non, mais pourquoi tu prends pas un travail à côté de la maison, comme ça tu pourrais venir nous chercher tous les soirs à l'école. Non, mais, non, voilà. Et puis après au niveau pro, enfin, de la formation aussi. Hein, puis tu te formes? Ouais, ça, j'ai repris des cours d'anglais, clairement, par exemple. Cool. Et aussi de se faire accompagner. Moi, je pense que ce qui a pu faire aussi à des moments faire évoluer Film Manager dans le bon sens et se rechallenger, c'est de se dire que on n'a pas toutes les solutions tout seul. On peut pas avoir toutes les idées, on peut pas. Et donc du coup de faire de temps en temps appel à des consultants sur des problématiques très précises, sur une structuration financière, en disant est-ce qu'on a le bon outil, est-ce qu'on est bien organisé, est-ce qu'on a le bon modèle économique, est-ce qu'on a le bon modèle de récupération de trésor. Voilà, on s'est fait accompagner aussi sur l'organisation de la boîte à un moment donné. Donc quelqu'un qui est venu, qui a fait de la formation, etc. Des équipes au niveau des managers. Et de pas hésiter à échanger, et de jamais se dire que on est le seul à avoir une bonne idée. Régulièrement, quand j'ai une idée, je demande à l'équipe voir ce qu'ils en pensent. Toi, tu peux pas avoir toutes les idées ou les bonnes idées. Il y a forcément des gens qui peuvent avoir une meilleure idée que toi. Et je trouve que c'est important de pouvoir échanger au quotidien. Et c'est comme ça que tu progresses en plus. Et puis avoir des échecs comme Check Your Data. Je sais pas lequel sera le prochain. Mais bon, on apprendra dans tous les cas. On apprendra quelque chose. Eh ben écoute, je te remercie. Avec plaisir. C'était un échange hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs parce que moi j'y connaissais rien. Donc c'est vraiment génial et j'espère que les personnes nous écoutent aussi et vont apprendre plein de choses. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci, à plus tard. Merci pour votre écoute. Alors désolé pour les problèmes de son au début de l'épisode, malheureusement je ne peux pas gérer les travaux extérieurs. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si vous pouvez partager, liker, recommander, noter, faire tout ce que vous pouvez pour que ce podcast soit connu et écouté par le plus grand nombre, ce serait génial. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi passionnant du pompon. Et surtout, d'ici là, rencontrez un maximum de monde. Allez, bonne semaine à tous!